On va peut-être ouvrir notre table ronde, d'abord en vous remerciant d'être tous là pour ces débats du cercle aujourd'hui, pour cette table ronde, dont je rappelle le thème, direction juridique et leadership, mythe ou réalité. Et je dois avouer que ça fait très plaisir de vous voir de visu. C'est vrai qu'un événement de cette taille, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas pu l'organiser, et au cercle, ça fait bien 2 ans maintenant. Donc voilà, ça me fait personnellement très plaisir. Et ça me fait aussi très plaisir d'accueillir nos invités pour cette table ronde aujourd'hui. Alors, en partant de l'extrême gauche, Éric Jean Garcia, qui est professeur affilié à Sciences Po Executive Education, qui est également co-directeur de l'Executive Master General Counsel de Sciences Po. À ses côtés, Sophie Leclerc, qui est directrice juridique et compliance du groupe CERIS, qui est un groupe de sécurité privée. Et on dévoile tout de suite que c'est également une ancienne élève, justement, de l'Executive Master General de Sciences Po. Paola de Vienne, qui est au centre, qui est une ancienne avocate, qui est aujourd'hui consultante pour le cabinet Robert Walters et qui est spécialisée donc dans la chasse de tête de directeurs juridiques et d'équipes juridiques. Et enfin, Anne-Sophie Lelay, qui est secrétaire générale du groupe Air France KLM. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Et donc il y a une partie où on va échanger, puis après voilà, on ouvrira un petit peu aux questions. Mais sans plus tarder, pour donner un petit peu de corps à nos discussions et un peu de matière, j'ai envie de dire un peu de hauteur de vue sur qu'est-ce que le leadership, comment on applique cette notion de leadership également à la direction juridique. Je m'adresse à notre professeur émérite, Éric Jean, qui a proposé de nous faire un petit exposé sur ces sujets, et je l'en remercie d'avance. 1, 2, 3. Merci Béatrice. Bon, l'idée c'était oui, de vous partager quelques éléments de réflexion sur ce mot. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive. Vous voyez, il y a un effet leadership qui est en train de se réaliser sous vos yeux. C'est une expérience tout à fait intéressante. Alors je précise tout de suite qu'à chaque fois que je dis leadership, n'entendez pas leadership avec SH2EP à la fin. Ce qui peut être une tentation. Donc ce mot leadership, en fait, si on voulait faire un peu d'étymologie, on dirait que ça vient de l'anglais, vous le savez tous. Ça vient du verbe lead. Et lead vient de l'anglais ancien, laudem, qui veut dire guider, voyager. Intéressant. Le problème avec l'étymologie, c'est qu'elle nous dit d'où viennent les mots, mais pas où ils vont. Donc il faudrait s'y intéresser un peu plus dans le contexte actuel. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme leadership, et notamment en français. On me pose pardon, attention, on l'arsène. On me pose souvent la question. Ça, c'est pas moi. Mais je vais parler comme ça, vous m'entendez? La captation. Non, mais justement, si tu n'as pas le micro, la captation. Elle va pas marcher. Non. C'est bien éteint. Jean-Pierre. 1, 2, 3 pour la captation. J'étais déjà un peu en retrait. Donc, on me pose souvent la question de savoir si le mot leadership, je vais accélérer un peu, parce que, est un mot, s'il n'y a pas un mot français pour dire leadership, c'est un mot français. Il est dans le dictionnaire depuis les années 50, ou alors vous retirez du dictionnaire français tous les mots d'origine anglaise, vous trouvez un autre mot pour sandwich. Bref, c'est un mot français, donc il ne faut pas se poser de questions. Une langue, c'est vivant et ça importe des mots d'autres langages. Le point de départ, et ce que je dis souvent quand je parle de leadership, le problème avec le leadership, et c'est la grande différence avec le droit, c'est que le droit, les individus en général
a beaucoup d'idées s'ils n'ont pas fait eux-mêmes du droit. En revanche, en matière de leadership, tout le monde a un avis. Tout le monde sait exactement de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un grand leader, etc. Donc c'est un peu mon problème, mais en même temps c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un sujet sur lequel on me dit rarement, oh là là, un sujet très compliqué, si seulement je savais. Non, non, je sais. Dès lors qu'on a un peu d'expérience, on a une idée assez précise de ce qu'est le leadership. Donc de facto, le leadership c'est un peu un sujet comme le gaz, hein, ça prend l'espace qu'on lui donne. C'est un sujet polyphonique par excellence. Et l'expérience montre que c'est pas vraiment une boîte à outils, le leadership, c'est pas vraiment une recette savante ni une théorie universelle, mais ça veut dire beaucoup de choses. Il y a énormément de termes derrière cette idée de leadership. On parle de vision, on parle de coopération, de charisme, d'entraînement, de force mobilisatrice. Il y a énormément de mots qui gravitent autour de ce terme. Moi, juste pour cette introduction, je voulais vous dire un mot sur la façon dont je l'appréhende dans le monde juridique, et notamment à travers le programme General Counsel de Sciences Po, où on a le plaisir d'avoir des senior lawyers, des directeurs juridiques ou des numéros 2 de direction juridique, et qui viennent dans ce programme, non pas pour apprendre le droit, mais pour faire évoluer leur fonction vers une fonction qui soit beaucoup plus stratégique. Et en fait, si je reprends ce mot de stratégie, je pourrais faire un petit diagramme tout simple, où on mettrait en abscisse d'un côté l'expertise et de l'autre le côté généraliste. Et puis en ordonnée, on pourrait mettre être réactif par rapport à la stratégie ou être proactif par rapport à la stratégie. Et ça me fait 4 grands sujets de leadership à explorer. Il y a des individus qui sont très experts et réactifs à la stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savent beaucoup sur moins en moins de choses. C'est ça, un expert. Et que quand on les interroge par rapport à la stratégie, ils répondent. Ils sont donc en support. Un terme qu'on n'aime pas beaucoup dans le monde du droit, dans les directions juridiques, mais pas non plus en RH, hein, je vous rassure. On n'aime pas être la fonction support. Hein, on voudrait. Bon, mais quand on est dans son expertise, très fort dans un domaine, et qu'on attend qu'on vienne nous voir pour parler de stratégie, on est un senior lawyer. Okay, on pourrait dire. On a un leadership d'expertise. En revanche, si on est dans un domaine d'expertise très avancé et qu'en même temps on est proactif par rapport à la stratégie, c'est-à-dire que dans son domaine d'expertise, on fait des propositions par rapport à la stratégie, là on devient un expert, on pourrait dire un strategic business partner. D'accord? Ou un expert business partner, comme vous voulez. Mais je préférais expert business partner. On est business partner. Comme on est proactif par rapport à la stratégie et qu'on fait des propositions, on a cette dimension de business partner. On peut être aussi très ouvert et très généraliste dans son approche, c'est-à-dire moins expert et très ouvert, et en même temps très réactif, c'est-à-dire on attend qu'on vienne nous voir. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on devient un strategic business partner. Et puis il reste la 4e case. On est à la fois ouvert, on dépasse son expertise, on a dépassé sa zone de confort, et en même temps, on fait des propositions par rapport à la stratégie. Eh bien, je fais une nuance en disant on passe de Strategic Business Partner à Strategic Business Associate. On devient associé de la stratégie, ce n'est pas la même chose. Et peut-être que c'est ça le sujet. On passe de Business Advisor à Business Facilitator. On est une force de proposition, on fait des offres par rapport à notre connaissance du monde juridique, d'une part, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Il y a l'idée que c'est un leadership qui fait cette fois-ci partie intégrante du business et que probablement une des grandes qualités de ce Strategic Business Associate, c'est d'être curieux. Curieux d'aller voir ce qui se passe dans les autres directions, curieux d'aller voir ce qui se passe dans les autres entités, de sortir de sa tour d'ivoire d'expert. D'avoir, par exemple, des expériences de type vie ma vie. Combien de directeurs juridiques sont allés passer une semaine sur le terrain, dans une usine ou chez des clients? Très peu. Donc, ils fonctionnent de façon extrêmement conceptuelle par rapport à des choses qui sont pourtant critiques pour la stratégie de l'entreprise. D'accord ? Il y a aussi une autre dimension qui me semble importante, c'est d'être pédagogue du droit. Les gens dans l'entreprise ne sont pas forcément bons en droit ou ne savent pas forcément appréhender la question juridique ou les questions juridiques, mais le directeur juridique a cette responsabilité, me semble-t-il, quand il est strategic business associate, d'éduquer autour de lui par rapport au droit, plutôt que de se conforter dans son domaine d'expertise qu'il est le seul à maîtriser. Ce n'est pas la même chose. Voyez ?
Donc, il me semble que cette idée de devenir un business facilitator, devenir un associé de la stratégie, de dépasser la notion d'expertise, la notion de fonction support, ouvre des perspectives intéressantes, d'autant plus intéressantes que l'on est dans un monde VUCA, volatile, incertain, etc. Complexe, n'est-ce pas? C'est ce qu'on essaye de faire en tous les cas dans ce programme Executive Master à Sciences Po, General Counsel. Voilà, j'en ai terminé pour ma petite introduction. Merci. Mieux là? Oui, ça y est, ça fonctionne. Merci beaucoup. Merci Éric-Jean pour cette introduction qui montre finalement à quel point on est au cœur d'énormément d'évolution de notre métier. Je pense qu'on a tous vécu quelque chose aussi d'important, c'est que notre champ d'intervention sur une expertise pure a énormément évolué. Quand on parle de la protection des données personnelles, quand on parle de la compliance, on a tous vécu finalement beaucoup de questions en interne. Est-ce que ça fait partie de la direction juridique ou pas? Mais en tout état de cause, ça a élargi un champ extrêmement important finalement de nos interventions en tant que direction juridique. Alors après, j'ai beaucoup aimé le terme d'Éric-Jean en termes de curiosité. Je pense qu'effectivement, l'importance pour arriver finalement à positionner nos sujets pour qu'ils soient entendus, pour les expliquer simplement, pour qu'on participe finalement à l'étendue des risques que l'entreprise doit prendre pour avancer, parce que finalement, est-ce qu'on n'évolue pas vers un métier de maîtrise des risques? Et je pense qu'on reviendra aussi autour de ces sujets. Mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? On gère des risques opérationnels, des risques financiers, des risques juridiques. C'est vrai qu'en France, on les prend moins en compte finalement, donc mais vous qui certainement travaillez dans beaucoup de boîtes très internationales, peut-être que vous avez une façon de les appréhender différemment. Mais je pense que c'est en passant finalement de cette idée de je ne suis plus un expert, j'interagis avec beaucoup plus de monde dans l'entreprise. Tiens, finalement, je suis dans la maîtrise du risque. Donc comment je peux expliquer les choses simplement aux uns, aux autres, pour être entendu? Être entendu, ça veut dire être en capacité de s'imposer. Donc on rejoint aussi cette notion de est-ce que j'arrive à expliquer simplement, mais aussi à convaincre autour de moi les différents métiers pour qu'une décision soit prise tenant compte des risques juridiques et stratégiques. Finalement, c'est la façon dont au quotidien, on parlera des équipes et comment on embarque nos équipes évidemment dans toute cette aventure-là plus tard. Mais je pense que c'était finalement par sa force de conviction, par comprendre comment les uns et les autres fonctionnent autour de nous, ce qu'attend le CEO aussi de l'entreprise finalement, ce qu'attend notre responsable aussi hiérarchique, écouter et puis tout le temps s'adapter à finalement ses besoins et les besoins de l'entreprise. Voilà, très rapidement, comment finalement on arrive à porter des sujets très techniques vers autre chose et être intégré dans les enjeux stratégiques, intégrer les enjeux juridiques dans les enjeux stratégiques de l'entreprise. Merci. Donc on entend curiosité, on entend convaincre. Sophie, qu'est-ce que toi tu veux rajouter par rapport à ta propre expérience en tant que leader dans ta fonction et dans ton entreprise? Moi, je rejoins la curiosité parce que c'est essentiel, c'est vraiment le point de départ. Et ensuite, je pense que la fonction juridique a une très grande chance, c'est que elle évolue dans un environnement qui devient de plus en plus complexe. La complexité juridique, c'est quelque chose qui maintenant est intégré par les entreprises et qui met en lumière la fonction juridique de manière un peu plus prononcée, je vais dire. Et notre capacité à être pédagogue et à démêler cette complexité pour la rendre accessible, ça fait partie du leadership. Et l'autre élément que je voudrais mentionner, c'est que le leadership, c'est pas pour moi quelque chose qui est hors sol. C'est vraiment dans un environnement.
Le leadership dans une entreprise du CAC 40 n'est pas le même que le leadership dans une PME, dans une entreprise familiale. Et donc, il y a beaucoup d'attention à avoir sur l'organisation dans laquelle on évolue et sur la manière dont on peut mettre en avant la fonction juridique et l'associer à la stratégie. Et moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fait l'executive master du Cercle et de Sciences Po. C'est pour ces aspects. Alors, il se divise en deux sessions, une partie sur la stratégie et une partie sur le leadership. Donc on est en plein dans le sujet. La partie sur la stratégie, c'est la curiosité, l'ouverture, la compréhension des enjeux de l'entreprise du point de vue du directeur juridique. On n'est pas du tout dans des matières techniques juridiques parce qu'on part du principe qu'on les connaît. Après tout, on est là pour ça. Et ensuite le leadership avec la compréhension des organisations, la compréhension des enjeux de pouvoir et toute une partie aussi sur la communication et la capacité de conviction au travers d'un discours. Est-ce que tu peux peut-être juste un peu nous développer ta pensée quand tu dis qu'on n'attend pas les mêmes styles de leadership, si c'est curiosité, si c'est convaincre, etc. En quoi, de ton expérience, peut-être effectivement une petite ou une grande entreprise demandera des capacités de leadership différentes? Parce que le leadership, je pense qu'il doit s'adapter à son auditoire. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises de restauration, parler à des cuisiniers. Là, aujourd'hui, je suis dans le secteur de la sécurité privée. C'est pas la même chose que parler à des agents de sécurité. Et là, je parle des gens qui travaillent dans l'entreprise, mais au niveau du management, c'est pareil. Les managers de ces entreprises sont aussi adaptés et ont aussi ce regard et ce câblage, je dirais, qui est lié aux produits ou aux services. On ne parle pas le même langage. Il y a cette capacité aussi à parler le langage de l'entreprise, y compris le jargon de l'entreprise, et sortir de son propre jargon. Parce que là, c'est l'anti-leadership, c'est s'enfermer dans un langage que les autres ne comprennent pas. Tu rejoins cette vision-là, Anne-Sophie, par rapport à la taille de l'entreprise, à la nécessité de s'adapter en fonction de l'entreprise qu'on rejoint, en fonction de nos interlocuteurs? Que ça vous permettra de trouver votre style, que nous trouvions notre style. Parce que, comme disait Éric Jean, il n'y a pas une définition du leadership. Et c'est la capacité aussi que nous avons à trouver par nos personnalités, en s'adaptant aux entreprises dans lesquelles on travaille, finalement, comment on va les porter ces sujets, comment on va les amener. Est-ce qu'on s'entend finalement peut-être un peu mieux avec telle fonction? Est-ce que celle-là va nous aider aussi à apporter des choses? Donc vous avez un sujet d'analyse de votre environnement, des personnalités des gens avec qui on évolue, et de trouver finalement l'interstice pour porter les sujets juridiques de façon directe. Donc ça vous permet de vous adapter à l'entreprise dans laquelle on travaille tous, et en même temps de trouver son style. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Il y a plein de leaders différents qui vont réussir à porter tous leurs sujets de façon très différente. Et parfois, c'est vrai que nous, on a été formés de façon un peu plus technique, on ne nous a pas appris toutes ces bases-là. Alors, au-delà des Executive Masters qui permet effectivement cette formation en cours de carrière, vous pouvez aussi regarder tout ce qui se passe autour de vous, profiter de ce que vous apporte votre entreprise pour trouver ce style bien particulier qui est le vôtre finalement. Merci. Alors, dans le sujet, il y a aussi mythe ou réalité. Donc, je me suis aussi, c'est pas moi qui ai posé le sujet, je me suis aussi interrogée. C'est-à-dire, finalement, est-ce que nous tous, directeurs juridiques, on ne se dit pas, bah tiens, voilà, on est des leaders, maintenant on va influencer au-delà de notre expertise, quelque part, c'est ce que souhaitent nos gouvernants, enfin nos dirigeants, mais in fine, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils attendent, ou est-ce que finalement, quand le directeur juridique prend la parole pour parler d'un sujet, parce qu'il a été curieux et qu'il est allé voir dans une autre direction, est-ce qu'on ne lui dit pas, mais attends, occupe-toi de ton business et de ton expertise juridique? Et donc, je m'interrogeais un peu Paola là-dessus, parce que finalement, elle qui recrute des directeurs juridiques ou des managers dans les fonctions juridiques, est-ce que ce sont vraiment des attentes des recruteurs, ou est-ce qu'ils en sont toujours, alors il faut être spécialisé dans telle ou telle chose, avoir vu tel ou tel sujet, telle opération?
Alors, je pense que c'est un rôle qui évolue énormément. Moi, ce dont je peux vous parler de façon très concrète, c'est que donc depuis cette dernière année et demie, c'est quelque chose qu'on voit de façon crescendo depuis les 10 dernières années. Ça s'accentue depuis 5 ans et c'est vraiment très visible depuis 1 an et demi. On a eu beaucoup de demandes de nos clients justement d'avoir ces caractéristiques-là dans les head of legal et de façon générale. On a eu à peu près 20% de plus de postes en exécutif depuis 1 an et demi. Et je dirais que dans ce lot-là, 2/3 de ces postes étaient des remplacements de personnes qui justement manquaient de ces qualités de leadership. Alors après, effectivement, ça englobe beaucoup de choses. Mais le mot advisor que a pris Éric Jean me paraît quand même très important. On a eu un vrai souci de la part de nos clients d'avoir un appui, un advisor en interne qui soit capable donc de permettre d'aller plus loin, de donner une vision, pas forcément d'avoir tout le temps raison, mais de faire juste, en tout cas, de prendre plus de bonnes raisons que de mauvaises et d'avoir de tirer des conclusions dans un environnement juridique extrêmement complexe et de pouvoir dire à 80%, je pense qu'on prend la bonne décision si on va dans cette direction. Et donc, les personnes qui manquaient peut-être de cette capacité-là, qui n'avaient pas forcément été accompagnées ou c'est pas forcément ce qu'on leur demandait en période de crise. Enfin là aujourd'hui, je pense que il y a très peu de directeurs juridiques qui n'ont pas fait partie d'une cellule de crise cette dernière année et demie, et on a eu donc des mandataires sociaux qui nous ont dit vraiment on a besoin d'avoir un capitaine là devant sur le navire pour nous emmener, parce que quand vous couvrez un sujet qui va oui, du contrat, du transactionnel au RSE, développement durable, contract management, conformité, communication financière, boursier. Enfin, je veux dire, il n'y a pratiquement pas de sujet que vous touchez pas. Donc, on avait vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui soit capable de trancher et qui soit capable de donner cette décision. Je rajouterais peut-être un aspect qu'Anne-Sophie, tu as mentionné rapidement, mais qui me paraît aussi très important, parce que donc 2/3 de ces postes, on nous disait, on veut un vrai leader, quelqu'un qui sache un peu naviguer. Et ce qu'on nous dit énormément aussi, c'est le rapport à l'équipe. On a là pas mal parlé du rapport ascendant qui est extrêmement important, c'est-à-dire la relation avec... Et c'est vrai qu'on n'est pas le même leader dans un groupe sous LBO, un groupe familial, un groupe du CAC, on ne demande pas les mêmes qualités, ça c'est évident et c'est tout à fait vrai. Qu'il faut s'adapter, mais la relation descendante est très importante. Nous aussi, d'une façon concrète, ça fait partie de notre cahier des charges. On nous dit vraiment souvent, donc je vais me séparer d'un tel parce que ça marche pas et que voilà, il n'est pas convaincant vis-à-vis de nos investisseurs, vis-à-vis de notre conseil d'administration. Il nous aide pas facilitateur, etc. Mais j'ai quelques petites pépites dans l'équipe et je voudrais vraiment les garder. Et j'ai besoin de les garder, j'ai besoin de les fédérer, j'ai besoin de les faire grandir, j'ai besoin de les faire évoluer. Et donc, s'il vous plaît, voilà, présentez-moi des personnes qui sont des bons managers. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de candidats, general counsel, secrétaires généraux, directeurs juridiques, qui me disent, moi, je crois pas au leadership, je crois en l'équipe. Et je trouve ça assez intéressant, cette phrase aussi, de dire, et finalement, un bon leader, c'est aussi de savoir construire quelque chose d'hyper solide derrière, parce que comme c'est des rôles de plus en plus stratégiques, ça veut dire que aussi c'est des rôles qui sont de plus en plus sur des sièges éjectables, hein, parce que vous touchez à des choses très stratégiques, et donc il faut pouvoir laisser derrière soi quelque chose qui fonctionne. Là, j'ai envie de demander, peut-être dans la poursuite de ça, est-ce que du coup tu les trouves, ces leaders, dans les directeurs juridiques quand on te confie des missions ? Oui, je sais que c'est un sujet pour la fonction juridique en général, de dire on veut pas être trop fonction support, on essaie de sortir un peu de ce carcan on est un peu poussiéreux, un peu. Moi, je les vois pas trop les
gens poussiéreux, tout ça. J'en vois plein, des directeurs juridiques super dynamiques, qui ont des postes qui ont qui ont dans la quarantaine, et des postes qui, à 10 ans, ils n'auraient jamais occupé à 40 ans. J'en vois beaucoup qui ont ce potentiel-là. Je commence à même voir des personnes qui sortent du rôle purement juridique pour aller, voilà, c'est les balbutiements de ça, hein, pour aller faire des postes plus de dirigeants. Donc, je suis plutôt optimiste là-dessus. Je les vois, j'en vois qui ont envie, et puis évidemment, j'en vois qui, voilà, mais je m'attarde peut-être un peu moins sur ceux qui ont moins ces caractéristiques-là, parce que le marché va un petit peu faire le tri aussi. Alors, on peut peut-être s'arrêter un peu sur ça quand même. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut quelque part développer son leadership? Et Éric Jean, qui co-dirige l'executive master de Sciences Po, de General Counsel, qui peut rappeler la genèse avec le cercle Montesquieu de ce projet, peut-être peut nous dire, maintenant qu'il a un petit peu de recul, on en est à la 4e promotion, c'est ça, de voir finalement comment les directeurs juridiques et responsables juridiques rentrent dans son programme, comment ils en sortent, est-ce qu'ils sont le juriste augmenté, je sais que tu aimes ce terme, en sortant de Sciences Po. Ça fait beaucoup de questions, tout ça, dans une question. Donc effectivement, ce programme a été élaboré avec le Cercle Montesquieu. C'est à la demande du Cercle Montesquieu qui faisait le constat qu'il y avait nécessité d'avoir un programme en France qui ne se contente pas de faire du droit d'un côté ou d'envoyer les directeurs juridiques faire des MBA et se retrouver avec des gens du marketing, de la finance, parce qu'il y a une spécificité de cette fonction. D'ailleurs, moi, je faisais la remarque de ce que j'ai pu voir aux États-Unis, c'est qu'on voit aux États-Unis des directeurs juridiques devenir directeurs généraux, CEO. En France, c'est quand même pas la norme, hein, force est d'admettre. Donc, il y a quand même un sujet derrière ça. Alors, il y a plein d'explications hein, pour dire pourquoi il n'y a pas très peu, c'est rare. Hein. J'avais rencontré le directeur du développement d'Airbus, qui est un ancien directeur juridique, mais maintenant il est à Singapour. Et il est patron il est CEO, mais à Singapour. Donc il a quitté la France. Monsieur Castebaljac, pour ceux qui le connaissent. Donc finalement, ce programme, qui est effectivement jeune, a pour raison d'être d'aider, d'accompagner des directeurs juridiques qui comprennent d'abord que la formation, c'est pas une fois à la fac de droit et puis ça s'arrête là. Et puis on fait du cherry picking en faisant quelques petites formations comme ça d'un jour ou 2 jours, pensant qu'on va avoir de l'intelligence émotionnelle après un stage de 48 heures, ou qu'on va devenir leader en achetant un ouvrage à l'aéroport pendant la traversée de l'Atlantique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'où l'idée d'un programme qui est sur 1 an, c'est 3 jours par mois pendant 1 an, plus la soutenance d'un mémoire professionnel. Il y a un investissement, il y a énormément d'acteurs qui interviennent. Il y a quelques étudiants ou anciens dans cette salle qui voient la variété. Je vois Denis qui est en train de le faire, ce programme. Tout de suite, dès les premières séances, on est dans le bain, on rencontre beaucoup de monde, à commencer par mon égo-alter, Jean-Pierre Charlet, qui est là, et qui co-dirige ce programme avec nous. Donc il y a énormément de volonté d'équiper le directeur juridique dans un cheminement qui répond à la question de Béatrice, à savoir est-ce qu'on peut apprendre le leadership? Dit comme ça, j'ai envie de dire non, ça ne s'apprend pas dans une salle de classe entre nous. Hein. Je crois pas. En revanche, c'est souvent un travail sur soi pour comprendre les autres. Ça ne s'arrête pas à soi. Hein. Il y a l'idée que... Il y a l'idée que le titre de directeur donne du leadership. Non, ça peut donner un peu d'autorité. Hein. C'est sûr, quand on s'adresse au patron, n'est-ce pas, ça reste le patron. Mais la question du leadership, elle touche une partie que j'évoque dans le programme et qui dit en substance de mobiliser les acteurs au-delà de leur contrat de travail. Mobiliser ce qu'on appelle la bonne volonté des acteurs. C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on initie les étudiants à la sociologie des organisations, à regarder le fonctionnement d'une organisation, non pas à travers son organigramme, mais à travers les relations de pouvoir qu'il y a entre les individus, qui correspond rarement à l'organigramme. Donc ces éléments-là sont extrêmement importants. Après,
Je dirais qu'il y a des individus, vous pouvez leur faire, à Harvard, ils ont une expression, ils disent garbage in, garbage out. Donc vous intégrez un étudiant qui n'est pas bon, il ressort, il n'est pas bon. Moi je rajoute en plus, il est dangereux parce qu'il a un diplôme. Vous voyez, il faut parler, il faut être cash. Une formation ne fait pas d'un individu soudainement un leader. Hein. Ça a un effet transformationnel sur les étudiants, ça j'en suis convaincu, mais ce n'est pas une conviction, c'est un fait. On voit que nos étudiants et nos anciens prennent de la hauteur, modifient leur façon de voir, y compris de leur carrière, parce que certains réalisent probablement un point qui m'est cher, qui est de dire ce qui est important, c'est pas tant qu'on cherche à être multiprise et qu'on regarde le leadership comme une compétence transférable, que l'on trouve l'écosystème organisationnel dans lequel je me sens à l'aise. Ce qui n'est pas la même chose. Je pense qu'on est malheureux dans la vie quand on travaille dans une organisation qui ne nous correspond pas. Vous voyez, ça, c'est un sujet d'esthétique organisationnelle. On aime ça parce que ça nous correspond mieux. Qu'est-ce qui nous correspond mieux? Ça peut être le produit, ça peut être l'ambiance, ça peut être la stratégie, ça peut être la nature des acteurs qui sont là. Il y a des gens qui adorent travailler avec ces personnes-là et pas d'autres. C'est pour ça que le leadership chez Servier, c'est peut-être pas exactement la même chose chez Ipsen ou chez Pfizer. Parce qu'il y a des acteurs qui sont différents, parce qu'il y a des. C'est pas parce que c'est le même secteur d'activité, il y a des cultures d'entreprise. C'est un mot important, ce mot de culture. Donc tout ça rentre en ligne de compte. Donc on développe ces qualités de leadership à l'aune de ce qu'on a en capacité, de ses propres motivations, de ses aptitudes. Pour finir sur la question, et je vais m'arrêter là parce que je peux parler pendant des heures. Aux États-Unis, ils ont fait l'expérience de se dire si on regardait les enfants dans les cours de récré, parce qu'il y a quand même des leaders dans les cours de récré, il ne faut pas les connaître, il y en a qui, bon. Et si on les prenait, ceux-là, qu'on les booste, ça ferait des super leaders après. Bon, heureusement, ça ne marche pas. Merci. Merci. Alors, Sophie, toi qui a fait ce master, je crois que c'était la première promotion, hein, tu m'as dit. Oui, première. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Parce que déjà, c'est quand même du temps, de l'énergie, c'est un budget, j'imagine. Comment, à un moment dans ta carrière, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de retourner sur les bancs de Sciences Po. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors déjà, première, je crois que c'est quelque chose qu'on ressent de manière assez commune, le fait d'être toujours le nez dans le guidon et de ne pas avoir le temps de prendre du recul sur ce qu'on fait. Donc la première chose que je dirais, c'est que cette formation a été un luxe. De temps de recul, ces 3 jours par mois en dehors de mon entreprise m'ont permis de prendre un peu de hauteur, oui, sur mon boulot au quotidien, sur mon équipe, sur la manière dont fonctionnait l'entreprise dans laquelle je travaillais, et tout ça m'a été extrêmement utile. Et poursuivre ce que disait Éric Jean, je ne pense pas que ça s'apprenne, le leadership, mais c'est pas non plus l'ambition. L'ambition, c'est de comprendre, d'avoir un maximum d'éléments pour trouver ce qu'on a envie de faire, la manière dont on a envie de le faire. Et moi, ces aspects de sociologie des organisations que j'ignorais, pour moi, c'était voilà, une nouveauté. Je trouve ça extrêmement important aujourd'hui dans mon travail de tous les jours. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse maintenant, Éric Jean, c'est de changer d'organisation et d'arriver dans une organisation nouvelle que je ne connais pas. Donc voilà, j'ai fait CAC 40, LBO, maintenant entreprise familiale. Et donc, en arrivant, essayer de voir comment tout ça fonctionne, quelle est la culture, comment on peut se positionner et comment on peut se mettre au service de la stratégie, comment on peut participer à la stratégie dans ce poste de juridique ou compliance, ou les deux. Ça c'est intéressant et ça aide énormément à faire bien son boulot parce que les choses passent mieux. Merci pour ce témoignage. J'ai envie peut-être justement de basculer un peu sur les équipes parce que on parle beaucoup des directeurs et directrices juridiques, mais comment est-ce qu'on détecte finalement dans nos propres équipes les talents
comment on va aussi les faire progresser, comment ça s'organise dans un groupe, parce qu'on a quand même besoin aussi de gens qui soient des experts, comment on valorise les deux peut-être, parce que tout le monde n'a pas vocation non plus à devenir lui-même directeur ou directrice juridique, or on a besoin que tout le monde se reste motivé. Donc peut-être, Sophie, tu veux dire quelque chose dessus? C'est un élément extrêmement important quand on a des petites ou des plus grandes équipes, finalement, d'être bien entouré. Je pense que c'est aussi une qualité de leadership, de pouvoir s'entourer de gens plus forts que soi, à la fois plus forts techniquement, parce qu'on ne peut pas tout savoir, il faut aussi le reconnaître, mais aussi plus forts que soi, ou en tout cas en complément de soi, en termes de positionnement. Puisque pareil, on ne peut pas assister à toutes les réunions, on ne peut pas être tout le temps disponible sur tous les points, et avoir des gens autour de soi qu'on est très heureux de pouvoir envoyer dans telle réunion, échanger en direct avec telle ou telle personne, finalement, eh bien, ça assoit son propre leadership et ça assoit aussi, finalement, le positionnement plus global de la direction juridique et de ses équipes. Alors, toujours pareil, il y en a qui ont un certain appétit à faire ça, d'autres, c'est moins le cas. Donc, il y en a où on ressent quelque chose, où on sait qu'on pourra les positionner sur telle ou telle situation. Donc, je pense que le rôle aussi, c'est d'identifier, comme tu disais très justement, c'est-à-dire les mettre en situation. Je pense qu'il faut envoyer un maximum nos juristes, aller voir les métiers, sortir de l'entreprise aussi, se confronter à d'autres directions juridiques, à d'autres... On le fait, hein, ça parfois entre collègues, on discute, on brainstorm sur nos organisations, sur nos façons de faire. Tout ce qu'on pourra faire pour les aider à sortir de l'expertise stricte est important. Alors, c'est un travail qu'on fait souvent en commun avec les RH. On fait aussi en commun avec les autres métiers avec lesquels on travaille, qui nous font un retour sur le positionnement de nos propres équipes. Mais je pense que n'ayons pas peur d'avoir des gens très forts avec nous. Au contraire, soyons très fiers d'avoir des gens très forts. Et puis, on parlait des expériences dans d'autres métiers de l'entreprise. Je pense que si on peut les envoyer, les juristes, alors pas toujours vers les RH, mais vers d'autres métiers très opérationnels, je pense que ça peut être aussi intéressant, finalement, qu'ils reviennent après la direction juridique avec toute cette expertise. Donc, moi, je pense, comme toi, Ola, que ça a beaucoup évolué dans les entreprises, petites ou grandes équipes. Faut parfois aussi accepter de se démunir parfois de quelques personnes pour qu'elles aillent faire autre chose, mais pour qu'elles reviennent grandies dans la fonction juridique. Voilà. Donc c'est du temps d'identification de talents avec les RH et les autres métiers. Merci. Et alors, beaucoup de choses aussi qui se développent autour de ça. On disait, mais ça souvent, parfois j'entends, tiens, on va faire un assessment de la personne. Hein, ça, c'est quand même assez fréquent. Donc, un assessment qui va être justement essayer de mesurer son leadership pour le prochain poste, etc. Alors, Paola, est-ce que ça, vous le voyez aussi? Parce que j'imagine qu'on peut parfois aussi passer par vous. Ou alors, vos clients vous disent, ah bah tiens, je vais faire passer un assessment. Avant de répondre à cette question, je voulais juste rajouter un tout petit point qui touche aussi à ce que tu disais un peu, Anne-Sophie. Tout le monde n'est pas fait dans ces grandes équipes juridiques pour devenir le leader, general counsel, secrétaire général. Je veux dire, voilà, donc oui, je vois les personnes qui ont le potentiel, mais je vois aussi des personnes qui sont d'excellents experts. Et autant avant on disait qu'on ne pouvait que progresser par le management et que si on n'évoluait pas, on ne prenait pas une équipe, on n'évoluait pas. C'est plus vrai aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des vrais pôles d'expertise, des gens qui sont des piliers dans des équipes. Et on a bien compris que tout le monde n'était pas fait pour manager et parce qu'effectivement, il y a une part d'inné, tout ne s'apprend pas. Donc, voilà, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Sur le côté assessment, bien sûr, nous, on est régulièrement sollicités pour ce type d'exercice. Alors, le premier assessment sur lequel on est sollicité, c'est sur notre propre 360 à nous qu'on a amassé avec toutes les informations de marché qu'on a, parce que généralement ces personnes-là, ou soit dans les équipes, on a beaucoup d'informations, soit des personnes qu'ils ont managées dans leurs équipes, des anciens groupes dans lesquels ils sont passés, on connaît un petit peu voilà, on a quand même pas mal d'informations et quand nos clients viennent nous voir, c'est souvent aussi pour déjà savoir ce qu'on sait de la personne, savoir si on connaît des personnes avec qui on travaille, des anciens collègues, etc. Donc il y a déjà tout cet environnement qu'on vient chercher quand on vient solliciter un cabinet comme le nôtre. Et ensuite,
il y a aussi notre expérience toute personnelle en tant que chasseur de tête consultant, parce que c'est peut-être quelqu'un qu'on a croisé en tant que candidat dans un autre poste, pour qui on a travaillé, etc. Et donc on parle pas de la même manière à son chasseur qu'à son donneur d'ordre, etc. Donc on est capable aussi voilà, d'apporter cette information et cet éclairage. Et ensuite, évidemment, on a à notre disposition un certain nombre d'outils aujourd'hui qui vont vraiment en se développant et qui nous aident beaucoup, pas forcément pour faire toujours des énormes découvertes, mais pour confirmer des intuitions qu'on a, des intuitions qu'un client peut avoir en disant j'ai l'impression que ça cloche peut-être, etc. Donc on fait des 360, on fait des évaluations d'équipe, on passe un petit peu dans les bureaux, dans les équipes, etc. pour parler un peu à tout le monde, pour savoir quand, voilà, au-dessus, en dessous, comment ça se passe. Et encore une fois, c'est plus facile de nous parler à nous. On est capable, voilà, d'établir des rapports. Et puis, on a pas mal d'outils d'intelligence artificielle, des tests de personnalité qu'on utilise. On en a plusieurs. On varie un peu en fonction de l'exercice et qui permettent de mettre un petit peu d'objectivité aussi dans ces exercices qui parfois peuvent être un petit peu subjectifs et qui permettent du coup de savoir un petit peu dans une équipe. Finalement, c'est vrai que les jeux de pouvoir sont même dans les équipes, donc vous pouvez avoir des leaders qui n'ont pas du tout de titre, alors que les gens titrés n'ont pas forcément d'influence. Voilà, et c'est intéressant de voir des choses comme ça, de découvrir des choses comme ça, qui on garde, qui on replace où. Et on est de plus en plus sollicité pour ça, parce que aujourd'hui c'est tellement compliqué aussi de recruter, ça coûte cher. Donc on essaie quand même de garder qui on a en interne et de les faire évoluer. Merci pour ce témoignage. J'ai envie aussi après de laisser un peu de temps de parole et d'échange avec la salle. Peut-être juste une question, parce que après, prends la question qui le souhaite, mais c'est vrai qu'on est dans un univers, je pense que vous partagez ça, de plus en plus contraint. Hein. On est toujours en train de devoir justifier ROI, qu'est-ce que ça apporte, efficacité, etc. J'ai envie de lier un peu leadership et efficacité et demander un peu comment ça se mesure. L'efficacité d'avoir des gens qui ont du leadership. Enfin, comment est-ce qu'on peut en faire, entre guillemets, la démonstration à nos entreprises et comment le valoriser? C'est une question toujours un peu difficile. Moi, je pense que le leadership, ça a bien été dit, c'est un exercice de développement de soi. Et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'expérience qui va là-dedans. Alors, l'expérience, ça peut être d'avoir fait un executive master, ça peut être d'avoir d'avoir vécu une grosse crise, d'avoir été licencié, donc je pense que l'efficacité, en tout cas, elle est un peu personnelle à chacun et elle s'inscrit dans une histoire. Nous, ce qu'on va chercher quand on rencontre des candidats, c'est leur histoire. Quelles difficultés ils ont rencontrées, à quel moment, comment ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont proposé, est-ce que c'est passé, est-ce que ça passait pas, quelles leçons ils ont tirées. Donc, et puis ce qu'ils ont mis en place. On parlait de curiosité et de savoir, bon, alors il y a un terme que moi j'ai un petit peu de mal, et je pense que c'est pas moi mais la profession qui est un peu difficile, le terme de business partner. C'est tellement galvaudé. Moi je reçois des dizaines de CV avec marqué en gros business partner, et ça, je suis business partner. Oui, mais encore, comment est-ce que ça se démontre? Quel projet? Qu'as-tu mis en place? Comment est-ce que tu as proposé ça? Et comment est-ce que ça s'est illustré? Quelle équipe? Comment est-ce que ça a été vendu? Pourquoi on est venu te chercher toi et pas quelqu'un d'autre pour faire ça? Voilà, ça m'intéresse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. On passe peut-être la parole. Je dirais juste un dernier mot. Je me disais que finalement, si on devient incontournable dans son entreprise, c'est peut-être une façon aussi de montrer que notre leadership a fonctionné. Alors pas uniquement à titre personnel pour le responsable de la direction, mais que finalement même son équipe devient incontournable à tous les niveaux.
et qu'on a plaisir à venir chercher la direction juridique, à l'impliquer, parce qu'on sait qu'elle va trouver des solutions. Ça, c'est un dernier mot. Toujours trouver des solutions. Alors, peut-être pas les premières qui nous ont été proposées, qui sont parfois assez farfelues, ou borderline, en bon français. Voilà. Mais en tout cas, finalement, cette capacité aussi, et même à brainstormer au sein de la direction juridique pour trouver des solutions, évidemment, si tout le monde fait appel à nous et a plaisir à le faire, je pense me dit qu'on a pas mal réussi. C'est Nirvana, là. Ouais. Je partage. Je trouve que ta question est très difficile. Comment on mesure le leadership? Mais en fait, ça, c'est par la preuve. Tu démontres. Voilà, c'est exactement ce que disait Anne-Sophie. Au bout d'un moment, ouais, les gens viennent te voir plus facilement et t'interrogent sur des choses qui sont pas forcément dans ta zone d'expertise, dans ton périmètre, des choses qui parfois n'ont rien à voir, simplement parce que tu as quelque part, ou tes équipes, ou voilà, démontrer que c'était efficace. Et l'efficacité, c'est le gain de temps aussi. Parce que quand tu as ça, quand tu as ce moteur, quand tes équipes sont motivées, les choses vont plus vite. Merci pour ça. Qui voudrait peut-être poser quelques questions à notre panel, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que... ouais. Eric, peut-être... C'est toi, tu lèves la main. On va s'étonner qu'on t'en donne un micro. Oui. Ouais, bonjour. J'avais une question pour nos amis du directeur juridique. On a en fait, midi-réalité, on a des paradoxes à gérer. Premier paradoxe, au niveau du leadership, du business partnership, exactement, Paola, vous avez raison, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est une expression complètement galvaudée. Le paradoxe, c'est que l'entreprise vous demande à vous, directeur juridique et juriste, de connaître le métier, de connaître les agrégats, de savoir parler de finance, de commerce, etc. Mais parfois, même dans des comex, est-ce qu'on attend du juriste qu'il intervienne vraiment sur une question vraiment stratégique? Est-ce qu'on va me demander à moi s'il convient d'acquérir une société dans le sud de l'Australie? Est-ce qu'on va demander d'abord au juriste si il faut se développer en Australie par rapport à se développer en Inde? J'en suis pas convaincu. Une fois qu'on aura lancé le projet, le juriste va être central. Mais est-ce qu'on va vraiment lui demander ça? Donc il y a le premier paradoxe. L'entreprise nous demande de savoir des choses sur l'entreprise, mais quand on veut sortir de sa zone, on lui dit ouais d'accord, ok, mais toi tu es un technicien, reste dans ta technique. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, c'est par rapport à l'équipe. Béatrice t'en a parlé. Comment est-ce qu'on entraîne notre équipe dans notre leadership d'équipe? À savoir, est-ce que les juristes ont envie d'être des leaders? Moi, je vais vous dire, j'ai une équipe de 25 personnes à Paris, il y en a 120 à l'étranger. Attendez, les leaders, il doit y en avoir 5%, hein, peut-être. Ils n'ont pas envie, enfin, ils n'ont pas obligatoirement envie. Donc, comment vous les entraînez à être des leaders? Et notamment, comment vous les entraînez à arrêter d'être des experts? Et enfin, bien sûr, être des experts, mais pas que. Donc, est-ce que vous avez des méthodes? J'ai tout le respect pour Sciences Po, Executive Education et tout ce que vous voulez, mais enfin, c'est pas une formation qui va changer la personne. Donc, comment gérez-vous le premier paradoxe vis-à-vis de votre DG? Donc, le premier paradoxe, c'est, tu connais l'entreprise, mais dès que tu parles d'autre chose que de droit, bon, peut-être qu'on t'écoute un peu moins. Et deuxième paradoxe, est-ce que tu arrives à entraîner tes équipes dans la vision que tu as du leadership que la direction juridique doit avoir vis-à-vis des gens, et comment tu gères des gens qui sont, j'allais dire, des experts indécrottables? C'est plein de bonnes questions. J'ai envie de répondre à la deuxième en premier. Je pense que certaines, et Eric Jean aussi l'a rappelé, le leadership, c'est pas uniquement tiens, je vais devenir le manager de demain, je vais piloter une équipe et puis je vais finalement gérer au COMEX tous les sujets juridiques. Il y a aussi la difficulté du juriste qui, pour porter simplement son expertise en interne et la valorisation de son expertise, parce qu'on a besoin de lui, la façon dont il va le faire. On voit encore beaucoup de je suis sollicité sur un point, tac, je vois arriver le mail de 10 pages avec les pros, les cons, les machins, et puis à la fin, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Finalement, c'est aussi une question de comment j'arrive à embarquer mes équipes, à positionner les sujets avec un certain leadership tout en restant dans son expertise. Donc, je pense que ce travail-là, il n'est pas simple. Il y a des experts indécrottables, mais qui vont aussi
être rattrapés finalement par tout ce que l'entreprise va leur demander de faire. Et que on voit nous-mêmes quand on travaille avec nos avocats, on leur demande d'être de plus en plus agiles, répondre très très vite, mais répondre que sur un petit point et puis faire un petit exécutif summary. Et donc nous, on a cette relation avec nos avocats et nos métiers en interne nous demandent la même chose. Donc je pense qu'on a une certaine responsabilité à non pas définir tous les managers de demain, mais aussi, dans la mesure du possible, aider nos indécrottables experts à finalement trouver leur voix, leur personnalité pour mieux porter les sujets, parce que à un moment ou à un autre, ça va porter préjudice, je pense, à la direction juridique dans son ensemble. C'est pas simple, hein, mais je pense que c'est peut-être cette voie-là qu'on peut trouver. Je permettrai peut-être une remarque. Je pense que ce qui est important, c'est de les mettre en mouvement. Je pense qu'on a des organisations souvent qui sont assez statiques, hein, qui sont un peu héritées justement de cette vision du juridique. Et donc je trouve qu'en éclatant les fonctions, en assurant de la mobilité qui peut être une mobilité entre justement de changer d'expertise, de changer de pays, de bouger, je trouve que de les mettre en mouvement, alors il faut les sortir de leur zone de confort, et puis j'ai envie de dire, toi en tant que manager, c'est aussi compliqué, parce que quand tu as un très bon expert et dire, bah tiens, finalement tu vas aller de l'autre côté où tu connais rien, et puis on va faire venir quelqu'un d'autre, bon, c'est un peu... Mais je pense qu'il y a aussi de ça, je pense que le mouvement est important. Je sais pas, Sophie. Est-ce que ça marche? Oui. Le mouvement, oui. Alors après, c'est plus facile à faire dans de grandes entreprises que dans des entreprises moyennes ou de petites entreprises. C'est parfois un peu plus compliqué. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Anne-Sophie sur le fait que le leadership, c'est pas forcément manager des équipes, mais un autre volet de ce qu'on fait à l'Executive Master, c'est le management de projet. Et on est tous amenés à manager des projets. Et il faut faire preuve de leadership quand on est dans une équipe projet aussi. Et des sujets qui sont techniques, juridiques, mais pas que, il y en a plein. Et on a peut-être besoin d'experts qui aient aussi ces qualités de leadership pour pouvoir faire avancer le projet et entraîner les autres. Donc ça en fait partie. Et sur la question numéro 1 du directeur juridique en COMEX qui s'exprime sur des choses qui ne sont pas juridiques, pourquoi pas, c'est pas parce qu'on est juriste qu'on n'a pas d'avis sur d'autres choses. On peut... moi, j'avais posé la question au CEO qui m'a embauché. Qu'est-ce qu'il attendait en fait, à quoi il verrait qu'il avait embauché la bonne personne. Et en fait, sa réponse c'était pas du tout sur l'expertise, sur les dossiers juridiques. C'était vraiment l'implication du directeur juridique dans le COMEX. Le fait de savoir, j'allais dire tenir son rang, c'est pas le mot juste, mais d'être à l'égal des autres membres du COMEX et de participer de manière large à tous les débats et donc de ne pas s'empêcher de discuter de sujets qui ne sont pas purement juridiques. Après, ouais, je dirais un dernier mot d'expérience. Parfois, on sait qu'il y aura des discussions compliquées, qu'on va nous demander notre avis, que ça va pas être simple et qu'on va peut-être devoir aussi aller un peu au-delà. Et c'est là aussi cette capacité d'influence, c'est d'identifier aussi parmi ses copains du COMEX, finalement ceux avec qui on peut faire un partenariat, on peut s'appuyer et jouer en fait le collectif. Du coup, ça permettrait aussi, quand on a des sujets plus difficiles, et je parle d'expérience, de finalement être pas le seul à le porter, à donner son avis, mais aussi s'appuyer sur les autres. Voilà. Et je pense que c'est ça, quand on parle de leadership, d'influence, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est ça, c'est d'avoir identifié autour de nous finalement ceux sur qui on peut s'appuyer, ceux dont il faut un peu plus se méfier, et ça nous aide aussi beaucoup à porter le collectif et on ne doit pas tout centrer sur et le directeur juridique a-t-il le droit de donner un avis autre que technique. Et une autre question peut-être. Désolée, c'est parce que pour laisser plus de possibilités pour la salle. Le rôle du directeur juridique, parce que j'entends, il peut avoir une connaissance des sujets opérationnels, mais peut-être pas effectivement aussi approfondie. Mais est-ce que le rôle du directeur juridique n'est pas de savoir poser les bonnes questions
et s'assurer que... Et du coup, c'est plus une tête bien faite plutôt que bien pleine, quoique il faut évidemment avoir beaucoup, mais aider aussi les gens du COMEX à vraiment être sûr qu'ils se posent les bonnes questions, parce que parfois, et on le voit, nous, on a la chance, en tant que juriste, d'avoir un peu de recul par rapport aux opérations. Et souvent, on voit que les gens partent dans des directions et que les juristes, finalement, en posant les bonnes questions, aident aussi, finalement, les entreprises je dirais, à reconsidérer parfois les projets. Est-ce que ce n'est pas une qualité qu'on ne met peut-être pas encore suffisamment en avant, voilà, ce recul qui permet de poser de bonnes questions? C'est un bon point. Moi, je suis totalement convaincue de ça et je trouve que absolument, de toute façon, faut pas, c'est comme dans la vie, faut pas attendre qu'on vous donne la place, faut la prendre. Donc, il y a un moment, bien sûr, c'est votre qualité première, c'est votre capacité à appréhender un sujet complexe, ouvrir un nouveau pays en Australie. Enfin, je suis sûre que vous pouvez avoir plein de trucs à dire hyper intéressants et très stratégiques. Enfin, je pense qu'on peut tout à fait être capable de poser les bonnes questions et il faut le faire, ouais, je pense. Et la vision transversale qu'on a finalement en connaissant tous les métiers, il n'y a pas beaucoup de direction qu'il a à ce point-là. Donc, je pense qu'il faut qu'on capitalise aussi là-dessus. On ne se rend pas compte en fait de la force qu'on a pour poser aussi les bonnes questions. Et puis, on s'aperçoit aussi, sans faire... c'est que le bon sens aide beaucoup dans les entreprises aussi, où parfois on part dans des choses extrêmement compliquées et quand on revient sur des choses très pragmatiques, très terre à terre, et là on peut aussi avoir un rôle à jouer. Mais capitalisons sur la transversalité et la connaissance qu'on a de tous les métiers, ce qu'on ne fait pas toujours. Ça c'est vrai dans les petites et dans les grandes entreprises. Une dernière question? Oui, Anne-Hélène? Deux sujets qui viennent d'être abordés. Sur le sujet COMEX, ce qui est étonnant, c'est que peut-être que je crois une des difficultés du directeur juridique, c'est que son expertise lui colle à la peau malgré lui. Et pour moi, un COMEX, c'est pas un collectif d'experts en fait. C'est que tout le monde la place dans un COMEX, c'est justement penser au-delà de son expertise. Et les juristes, peut-être qu'on culpabilise un petit peu de n'être vus que comme ces experts et qu'on ne s'en détache pas suffisamment, notamment dans le cadre de ces instances. Pour raccrocher le sujet à un autre propos, sur le sujet de poser les bonnes questions, c'est peut-être, encore une fois, se détacher de son expertise et ne pas réfléchir comment, mais réfléchir pourquoi. Et d'où dans les questions, c'est pourquoi fait-on ça? Et le comment on y va, je ne suis pas sûre qu'il faille toujours passer trop, en tout cas je pense qu'il ne faut pas passer de trop de temps à expliquer à des opérationnels ou à des financiers comment on va le faire, parce que c'est pas toujours intéressant pour eux. Et pour peu qu'on y aille, en fait, le pourquoi il est là, et la route c'est ça. Et après, ne peut-être, et du coup, aider les autres interlocuteurs de l'entreprise à ne plus voir le juridique ou le directeur juridique, mais plutôt l'objet, le pourquoi et la solution. Et ma dernière question était pour Éric Jean, qui l'abordait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que justement, dans des pays comme la France par rapport aux anglo-saxons, on n'arrive pas, en tout cas en Europe continentale, ou beaucoup plus difficilement, à détacher le juriste et lui permettre d'avoir d'autres expériences d'expertise? C'était l'exemple de mobilité dont tu parlais, Béatrice, alors que les Américains notamment savent plus facilement en tout cas accompagner le juriste et lui permettre de faire d'autres expériences. Pour essayer de répondre brièvement à cette question, le contexte n'est pas le même. C'est Common Law, Latin Law, ça vous parle. Donc il y a un environnement juridique chez les anglo-saxons qui n'est pas le même. Le coût juridique, c'est pas le même. Le DOJ, c'est quelque chose qui fait frémir beaucoup de monde, qui met en prison des collaborateurs. Donc il y a une activité, j'allais dire une industrie du settlement aux États-Unis qui est considérable. Et donc il y a une sensibilisation à la chose juridique, je dirais, qui est préemptée dans le rôle de directeur général de CEO. Ils ont ça dans le... Voilà, c'est un écosystème. Voilà. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'en France, on a des grandes écoles et des corps d'État et des corps constitués, des réseaux qui se soutiennent. Il y a des entreprises en France où, si vous n'avez pas fait une grande école d'ingénieurs connue, vos possibilités d'évolution sont naturellement limitées.
Dans l'administration, vous le savez comme moi, il y a des formations qui ouvrent des portes plus facilement que d'autres, etc. Donc on a ces corps constitués en France qui font que le juridique n'est pas un corps constitué en soi. Il n'y a pas une mafia des juristes qui préemptent des postes de CEO pour parler directement. Hein. Donc maintenant, les choses évoluent. Les choses évoluent. Il faut faire très attention de ne pas prédire l'avenir avec les modèles du passé en la matière. Les choses évoluent. Je vais vous donner un exemple parce que j'interviens chez Vinci. Chez Vinci, il y a la volonté. Ils font le pari que le nombre de juristes va être limité, réduit dans les années qui viennent, pour plein de raisons. Et donc, ils ne souhaitent pas faire des plans de licenciement. Ils souhaitent faire évoluer les juristes vers des fonctions transverses. Hein. Point qu'a évoqué tout à l'heure Anne-Sophie. Donc les fonctions transverses, c'est-à-dire on peut être juriste et puis partir dans le département RH, partir dans le département négociation, grand contrat, donc avec l'équipe commerciale, et donc avoir des doubles compétences. Et je pense que ces pistes de double compétences sont intéressantes à explorer. Mais quand on propose ça à des juristes, la réaction, c'est qu'un certain nombre de juristes disent non, je veux rester dans mon domaine. C'est là que je suis bien. J'ai fait des études pour ça. Et pourquoi? Parce que quand on va vers des doubles compétences, on dilue une partie de la sienne et on s'attaque à des gens qui, une fois de plus, sont plus forts que soi dans un autre domaine. Mais pour autant, je vais prendre un terme académique, c'est cette cross-fertilisation des compétences qui est intéressante, enrichissante et qui permet à des individus d'avoir des carrières franchement beaucoup plus passionnantes que de rester sur son sillon de l'expertise. On va rester sur cette conclusion d'Éric Jean. Merci à vous tous pour votre participation à cette table ronde. Et puis merci bien sûr aux invités qui ont répondu aux questions. On est la dernière chaîne avant le déjeuner. Et donc peut-être qu'on pourra continuer à échanger.